donc, je suis Marie-Noëlle Maston, je suis psychologue clinicienne depuis pas mal de temps. Et j'ai découvert l'aptonomie il y a déjà 37 ans, ça commence à faire. Et donc, je me suis formée à l'aptopérinatale et l'aptopsychothérapie, on y reviendra. Bon, avant ça, j'ai fait une formation d'analyste, enfin, j'ai tout un parcours. Hein. Bien sûr que l'analyse reste une référence, et avec l'aptonomie. L'aptonomie, pour moi, est absolument prépondérante. Parce que justement, quand j'ai trouvé l'aptonomie, ça faisait 2 ans que je cherchais quelque chose que je ne savais pas exister. C'est-à-dire que je travaillais avec des enfants très carencés, à l'aide sociale à l'enfance, et tu peux leur raconter d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, que leurs parents sont-ils incapables, mais c'est pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont comme ça. Eux, ils se vivent comme des vraiment, je ne dirais pas le mot parce que c'est pas joli, mais des sous-machins. Hein, parce que quand tu es abandonné, tu vaux rien. Et vas-y, comment tu fais comprendre, comment tu fais ressentir à un enfant qui il est au plus profond de lui-même. Parce que le même enfant dans une famille normale, enfin aimante, ben, il se porterait bien. Et j'ai vraiment cherché pendant 2 ans, j'étais sur la région parisienne, et je suis allée à des tas de conférences, et je me disais, mais je sais pas, je cherche pour pas trouver, parce qu'à chaque fois c'est non. Pourtant, il y avait toutes les thérapies corporelles dans les années 80, il y avait beaucoup de choses. Ça me disait rien. Et puis un beau jour, j'ai entendu parler d'aptonomie, c'était en mai 85, donc ça va faire 37 ans. Et ça m'a semblé évident. Voilà. Et depuis, je suis encore étonnée. Vous avez pu partager mon étonnement. Voilà, donc j'ai pratiqué pendant de nombreuses années l'aptopérinatale, l'aptonomie périnatale, l'accompagnement de la grossesse. C'est beaucoup plus connu en France quand on parle d'aptopsychothérapie, les gens ne savent pas très bien à quoi ça fait référence. Et donc également l'aptopsychothérapie, parce que c'est une part tout à fait importante de l'aptonomie. C'est moins médiatisé puisque ben voilà, on a beaucoup communiqué sur le périnatal, qui est absolument merveilleux, hein, on y reviendra. Et l'aptopsychothérapie pourtant a été beaucoup plus déployée par Franz Hellmann et la formation était beaucoup plus longue aussi. Mais c'est moins connu. Et pourtant, c'est absolument incroyable parce que, vous allez voir, l'aptonomie, ça va directement dans le système limbique. Donc, on ne tourne pas autour, on est dedans. Et donc, ça permet d'évacuer des choses, comme dit Cyrulnik, de resculpter la mémoire autrement, d'évacuer pour resculpter la mémoire autrement. Et comme je dis souvent, hein, si on fait référence à ces enfants carencés, on peut comparer avec une plante qui serait mal nourrie, qui aurait des parasites. Ben, ce n'est pas la même plante, pourtant si c'est la même plante, elle se ressemble, mais elle est complètement dévitalisée, alors que l'autre est bien nourrie, elle n'a pas de parasites, elle est magnifique. Ben, mon boulot, dans le fond, c'est de redonner de la vie et puis d'enlever les parasites. Voilà, voilà, si je devais résumer mon travail en tant que thérapeute. Il y a plus de 20 ans maintenant, j'ai découvert, donc je m'intéressais déjà au transgénérationnel, mais j'ai eu la chance de me former avec Salomon Selam en transgénérationnel. Et donc j'ai créé empiriquement au début, hein, j'ai mis les deux ensemble. Et puis au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'en mettant les deux ensemble, c'était vraiment intéressant parce que c'est bien gentil de comprendre pourquoi tu te trimbales des gens morts à la guerre ou je sais pas quoi, mais qu'est-ce que tu en fais, quoi? Tu fais des actes symboliques, des fois ça marche, des fois moins. Alors on invente des actes symboliques encore plus, et puis c'est pas ça. Et là, en travaillant en apto, effectivement, on évacue cette histoire, enfin on l'accepte et puis la personne va au ciel et soit on est bien sur terre, quoi. En gros, hein, c'est très simple ce que je dis là, mais c'est un exemple parce que le transgénérationnel, ça n'est pas que les deuils non faits, bien sûr. Voilà, donc j'ai créé, oui, c'est quelque chose qui est une espèce de puzzle de formes, nouvelles formes finalement avec des matériaux, entre la psychanalyse, l'aptonomie et le transgénérationnel. Transgénérationnel venant de toute façon de la psychanalyse, puisqu'un ancien Schützenberger était psychanalyste. Voilà, donc ça c'est mon bébé que j'aime beaucoup et que je transmets maintenant aussi. Donc ça c'est de Villeneuve-Loubet, c'est pas d'ailleurs. C'est de chez nous. La psychogénéalogie a été découverte à Nice, enfin développée à Nice, c'est de chez nous aussi, quand même. Se réjouissons-nous. Ah oui, Anne-Lancelin était prof à la fac de Nice. Oui. Alors voilà, donc je vais vous présenter l'aptonomie parce que tout le monde sait un peu, on a entendu parler, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Je vais vous présenter donc déjà ce que c'est, et puis après je vous parlerai brièvement de son histoire, parce qu'elle a quand même une histoire qui est intéressante à différents égards. Et puis surtout, on va le vivre, parce que je peux vous parler des heures d'aptonomie, c'est ça le problème. Tant qu'on ne l'a pas vécu, ça reste très abstrait. L'aptonomie, c'est vraiment, c'est d'une manière d'être qui nous appartient à tous. On est tellement là-haut, tellement perché qu'on a oublié de ressentir. Et plus on ressent, mieux on se porte, c'est le cas de le dire.
au sens propre comme au figuré, c'est ce qu'on verra. Donc, donc, qu'est-ce que l'aptonomie? Eh bien, ça a été créé par Franz Wellmann. Je vais écrire son nom parce que c'est merci à lui. Hein. Franz Wellmann. Tu préfères du papier ou du... Non, non, j'ai préféré ça parce que je trouve que c'est bien. C'est effaçable et c'est écologique. Voilà. Franz Wellmann, qui est un médecin hollandais, qui nous a quittés il y a une dizaine d'années, 11 ans maintenant, qui aurait 100 ans maintenant, qui était né en 1921, donc il reste 101 ans. Et il a créé, donc, à l'époque, il était étudiant en médecine et sculpteur, c'est pas anodin, il était sculpteur. Et il était étudiant en médecine, c'est la guerre, hein, puisqu'il avait 20 ans au moment de la guerre, 21 ans. Et il s'est retrouvé, il était résistant, et il s'est retrouvé dans les wagons plombés, déporté. Et il dit avoir redécouvert l'aptonomie dans ce contexte horrible. C'est-à-dire qu'en contactant, il y avait une détresse absolue. On était moins que des chiens. Les bergers allemands étaient beaucoup mieux traités que les gens dans les wagons. Donc t'es rien, t'existes plus. Et il avait le temps, en 48 heures de travail. Il a contacté les gens et il s'est rendu compte que c'est bien sûr qu'on ne changeait pas la situation qui était tout aussi horrible. Mais il y avait des gens qui reprenaient vie. Il y avait quelque chose qui émergeait d'eux, de dire ben, j'existe. Il y a eu cette intuition à ce moment-là et il s'est dit si j'en sors, heureusement il en est sorti, j'y consacrerai ma vie. Donc c'est ce qu'il a fait, puisque je crois je ne savais pas trop bien, il en parlait très peu cette histoire. Je sais qu'il ne pouvait pas prendre le train, ça c'est indéniable, mais à part ça, c'était pas quelque chose de récurrent, on le savait, voilà. Et donc j'ai une de mes stagiaires qui a fait tout un travail sur l'histoire de l'aptonomie aux Pays-Bas, les gens qui sont intervenus. Et donc en fait il en ressort qu'il s'est échappé relativement vite, heureusement d'ailleurs. Et donc, après-guerre, il n'a pas terminé médecine parce que, ben voilà, il était étudiant en médecine et puis il y a eu la guerre. Et puis, il est devenu kiné parce qu'il fallait nourrir sa famille, il a fait des enfants, voilà. Et il a fait médecine, donc il a terminé en 57 seulement ses études de médecine. Donc, il a repris ensuite. Et donc, il a effectivement eu la chance de s'installer à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il s'est dit, ben, c'est à l'hôpital qu'il y a tous les étages de la vie. Aussi bien de la conception à la fin de la vie. Donc il a travaillé en néonat, il a travaillé en réa, il a développé les premiers soins palliatifs aux Pays-Bas et peut-être même en Europe d'ailleurs, parce que c'était quand même assez tôt. D'ailleurs, les soins palliatifs en France nous viennent aussi de l'aptonomie, il faut le savoir, puisque Marie de Henzel, qui a créé les premiers soins palliatifs, puisqu'elle accompagnait Mitterrand, oui. Et Kubler-Ross. Kubler-Ross, elle est américaine. Ah, je crois qu'elle était suisse. Elle est suisse, pardon. Mais c'était aux États-Unis, ça s'est divulgué. Mais elle a théorisé les soins palliatifs. Mais les centres, les services de soins palliatifs en Europe, c'était donc Marie de Henzel, qui a accompagné Mitterrand, hein, et qui du coup avait ses entrées, évidemment. Et Mitterrand, donc, a créé le premier centre de soins palliatifs avec Marie de Henzel, qui s'est formée en même temps que moi à l'aptonomie. Donc c'est vraiment au début, on était vraiment au début. Hein. Moi j'étais... Donc, ah oui, c'est arrivé en France. Donc, il a travaillé, donc, Franz Wellmann a fait un espèce de labo. C'était un précurseur, c'est un génie ce mec, parce que quand même, de chez lui, il s'est dit, il y a sûrement des afférences dans le système limbique. Déjà, dans les années 50, là, hein, c'est pas... Il n'avait pas moyen de le démontrer. Mais il a fait beaucoup de recherches sur la tonicité musculaire, les muscles longs, il faisait des schémas de respiratoire, des courbes respiratoires pour voir s'il y avait stress, pas stress. Enfin, il a vraiment recherché, donc il avait son labo chez lui, et puis à l'hôpital, il développait des choses. Et donc après, il a eu quelques émules qui l'ont rejoint, et il y avait un petit groupe qui travaillait. Après, son fils s'est formé à la médecine, a travaillé avec lui aussi. Enfin, voilà, ça travaillait tranquillement. Et puis en 1980, ou 81, je ne sais plus, il arrive en France invité par le GREN, le groupe de recherche sur la naissance et le nouveau-né, qui est donc, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, il y avait donc des praticiens de la naissance, des gens de la périnatalité, des obstétriciens, des sages-femmes, des puères et des pédiatres, et des psychanalystes d'enfants, qui justement s'intéressaient au préverbal, hein, pour les bébés, comment on fait. Et donc, il est venu faire une conférence en 80, et évidemment, bah, les gens l'ont dit, formez-nous, formez-nous. Et bien sûr, en bon néerlandais, il s'installait dans le sud de la France pour prendre sa retraite, qu'il n'a pas prise évidemment, et il a fait son centre de formation donc dans les Pyrénées-Orientales. J'ai été formée pendant 10 ans. Voilà, et donc
En France, on a beaucoup déployé les deux, hein, l'aptopsychothérapie aussi, mais c'est beaucoup plus médiatisé autour de la périnatalité. C'est dommage, parce que les deux sont très intéressants. Donc voilà pour l'histoire de l'aptonomie. Donc qu'est-ce que c'est que ce mot en plus? Alors c'était un érudit incroyable. Hein. C'était un artiste, c'était un érudit. Donc il avait, à l'époque, on faisait ses humanités, donc en même temps on était scientifique, mais on parlait grec et latin parce que c'était le minimum vital. Donc il avait les deux, il connaissait très bien la philosophie, il pouvait citer des choses incroyables. Vraiment un génie. Hein. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il y en a qui ont rencontré Freud, moi j'ai rencontré Franz Hellmann. Vraiment à ce niveau-là. Il irradiait d'ailleurs quelque chose d'incroyable. Après, il avait ses foutus côtés comme tous les grands génies, mais ça, on va pas. Peut-être qu'on y reviendra, mais ce n'est pas le principal. Voilà. Donc on va déjà comprendre de quoi on parle. C'est magnétique. Oh, voilà. Bon, il y a la technologie. Donc, uptime. Et nomos. Aptonomie. Tu peux éteindre le chauffage, ça commence à faire chauffer beaucoup, trop pas? Non? T'as pas de peur? Non, si tu as froid. Non, je suis bien. Alors, uptime. Donc ça vient du grec ancien, aptime signifie toucher. Donc là, on a compris. Sauf que, peut-être qu'ils étaient plus subtils que nous, ces Grecs. Parce qu'ils avaient deux verbes. Ils avaient un verbe pour faire quelque chose avec les mains, être efficace, toucher, faire. Et puis, aptime. Et on n'a pas l'équivalent en français. On a au moins 10 mots qui correspondent, 10 verbes qui correspondent à uptime. Ça va de contacter, rendre sain, communiquer, je communique, communiquer. Bon, il y a vraiment tout ce qui serait finalement relationnel, affectif et bénéfique. Donc le toucher haptique, c'est pas un pléonasme? Non, non, puisque il est spécifique. Okay. Et nous, on parle dans notre jargon de contact psychotactile. Justement, la différence du toucher. Contact psychotactile, parce que c'est psyché et soma ensemble, c'est ce qu'on va voir. Et nomos, ce sont les règles qui régissent l'aptonomie. Hein, voilà, hein, donc, nomie, agronomie, etc. Donc, aptonomie, c'est finalement les règles qui régissent cette forme de contact, de présence. Alors, voilà, donc ça c'est l'étymologie. Donc les applications, il y a différentes choses. Hein. On a l'aptocinésie pour mobiliser les patients à mobilité réduite. On a l'aptopuriculture, tout ce qui va être portage de l'enfant, le holding handling, comme disent les anglo-saxons. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'aptopsychothérapie et l'aptopérinatale, sont les deux principales. Et puis, aux Pays-Bas, il y a aussi l'aptopsychagogie, hein, donc autour de la pédagogie. Enfin bon, finalement, l'aptonomie, ça s'adresse aux humains du début à la fin de la vie, et quelles que soient les sphères d'activité. Dans le sport, ça peut être magnifique. Là, nous avons des musiciens à l'école qui ont découvert l'aptonomie, qui sont en train d'abord qui jouent beaucoup mieux, même si c'est des professionnels, hein, et qui transmettent maintenant leur pédagogie avec l'aptonomie. Ça concerne les humains en général, parce que c'est une manière d'être qui appartient et qui est inhérente aux humains. Voilà. Donc